Merci, merci. Vous avez failli voir Steven Seagal. Voilà, il a failli venir. Eh oui. Steven Seagal, c'est la dernière icône du cinéma d'action. Je crois que c'est après lui, il n'y a plus un acteur à la fois spécialiste du cinéma d'action dont on allait voir les films régulièrement. Disons que dans les années 90, on allait voir un film de Steven Seagal, comme dans les années 80, on allait voir un film avec Chuck Norris ou avec Jean-Claude Van Damme. Mais Steven Seagal, c'est le genre de type qui est capable de boire un bidon d'essence pour aller pisser sur votre feu de camp. Voilà, bonne projection. Qu'est-ce qui fait un icône de film d'action? Je ne vois pas très bien ce qui peut faire un icône de film d'action, si ce n'est le fait que le spectateur le reconnaît immédiatement et qu'il reconnaît immédiatement que c'est une partie de lui, en fait. Partie pas toujours fière, hein, un peu honteuse même parfois. Quand on voit l'inspecteur Harry, on a du mal à le reconnaître, mais c'est quand même une petite partie de nous, et c'est ça qui nous fait kiffer. Et même, j'imagine, devant un Seagal, c'est quand même aussi une partie de nous, une partie bien tordue de nous qu'on aime bien. Qu'est-ce qui fait un icône de film d'action? Je pense que c'est une posture, quoi. C'est vraiment la façon même de se tenir et de regarder le public. C'est comme si on l'avait toujours connu. Le Japon, il y a vécu depuis l'âge de 17 ans. Il a réellement étudié l'aïkido là-bas, quelques autres arts martiaux, il a ouvert un dojo. Ça fait partie de la biographie officielle, c'est confirmé. Il s'y est marié, il a eu des enfants, il a divorcé une première fois avant de revenir aux États-Unis. Effectivement, Steven Seagal a apporté quelque chose de nouveau dans les arts martiaux. Alors évidemment, en 88, les arts martiaux, c'était plus seulement l'apanage des Asiatiques. Je veux dire, ça fait longtemps qu'il y avait des tataneurs made in America ou made in ailleurs d'ailleurs. Mais Seagal, lui, il amène l'aïkido. C'est nouveau, c'est une nouvelle tactique. On n'avait jamais tellement vu ça au cinéma, peut-être dans des films justement de Hong Kong, des films asiatiques, mais incarné par un acteur américain, c'était résolument nouveau. Et donc Seagal montre ça, surtout que ce sont des combats extrêmement rapides. Il s'embarrasse pas de grandes figures, il mouline un peu des bras, il chope le type d'en face, il lui casse le bras, ça c'est mythique, c'est sa signature. Il lui casse le bras, le gars est à terre, Steven Seagal est le plus fort, et ça va l'accompagner toute sa carrière.
Steven Seagal, c'est un peu particulier. C'est un acteur. Quand il était jeune, c'était un authentique judoka. Il a fait du karaté, apparemment, il a commencé très jeune. Il a fait du karaté, après il a fait de l'aïkido avec des maîtres japonais. Ensuite, il est parti au moins 5 ans au Japon. Il s'est marié à une japonaise. Non, il a le parcours, effectivement, d'un judoka, quoi. Et après, voilà, après, il est devenu acteur. Donc, pour moi, c'est quasiment quelqu'un d'autre, quoi. L'image de l'aïkido qu'il donne, elle est très réductrice. C'est-à-dire que c'est limité, mais c'est vrai que c'est ce que les gens veulent voir, elle est limitée à un côté self-défense, quoi. C'est je casse combien de bras à l'heure, voilà, et c'est réduit à ça. Oui, c'est crédible, oui, on peut casser un bras très facilement en aïkido, ça c'est sûr. En cas extrême, ça peut casser. Alors c'est justement pour ça qu'on apprend à chuter et tout ça, parce que si le bras est tordu de cette manière-là et que vous ne bougez pas, ben forcément, il y a un truc, ça va sauter de partout, quoi. Comme il est dans un personnage de justicier, évidemment, lui, on ne peut pas lui tordre les bras, quoi. Il est invincible, Steven Seagal. Il avait à l'époque, après son premier divorce, ouvert un dojo à Hollywood où il entraînait quelques stars et il s'était notamment affiché un peu de Michael Olgist qui était le producteur, le grand mogul de l'époque, celui qui décidait, qui faisait ou défaisait les carrières au niveau hollywoodien. La légende veut qu'il ait fait cette démonstration à la demande de Michael Olgist devant un tas de producteurs qui auraient été bluffés par la performance extraordinaire de Steven Seagal et qui bien entendu lui auraient immédiatement donné un premier rôle quand bien même n'avait-il jamais pris un cours de comédie. Bon, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Encore une fois, ça fait partie de la légende, du mythe du personnage qu'il s'est volontairement autocréé. Dans les faits, ce qui est réel, c'est qu'il a été le garde du corps de Michael Olgist. Alors peut-être ce producteur a-t-il été amené à le voir en action, c'est même plutôt probable. Peut-être Steven Seagal est-il un bon baratineur, en tout cas il ne le montre pas dans ses films, mais peut-être l'est-il dans la vraie vie. En tout cas, à un moment, en 88, Nico sort et qui est à l'affiche? Un illustre inconnu appelé Steven Seagal. Et pourtant, le film va marcher. Steven Seagal, quand il apparaît avec Nico, il mise complètement sur autre chose. Et déjà, c'est un artiste martial complet. Il n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Son art, à proprement parler, l'aïkido n'est pas spectaculaire. Donc il mise pas du tout sur son physique. Il est fin. Il est d'ailleurs très élégant. Il choisit souvent ses tenues chez les tailleurs italiens. C'est un peu entre Bruce Lee et Clint Eastwood. Moi, j'ai l'impression, surtout Steven Seagal quand il arrive, parce qu'il est beaucoup plus dans le charisme propre que dans l'action. Et à mon avis, les producteurs qui misent sur lui à ce moment-là ont compris qu'ils avaient trouvé une espèce de perle rare, c'est-à-dire un mec qui a un charisme, voilà, quand il rentre dans une pièce, il est hypnotisant ce gars-là, quoi. Ses yeux plissés, sa grande taille, il fait plus d'1m90, et surtout tout le background qui va s'inventer au fur et à mesure pour donner de la crédibilité à ses personnages. C'est évident. La rumeur est essentielle. S'il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas d'acteur. Si un acteur est sans arrêt mentionné dans la presse, à la télévision, s'il passe... C'est des choses qui courent, vous savez. Il y a un petit entrefilet, il y a une photo, il y en a encore la semaine suivante, c'est tout. C'est pas, par rumeur, je ne veux pas dire des bruits de chiottes. Je veux dire que, sans arrêt, il est présent. Et alors, s'il est présent, il est une figure familière, donc on va voir ses films. Ça aussi, c'est un truc qui est important dans le cinéma d'action à ce moment-là, c'est d'inventer quelque chose autour de l'acteur. Alors, soi-disant, Chuck Norris aurait été 15 fois champion de karaté, Jean-Claude Van Damme aussi. Tout ça reste évidemment à prouver, ça fait partie de la légende. C'est aussi intéressant de construire des icônes de pop culture sur des espèces de palmarès fictifs ou réels. C'est fait une réputation un petit peu de paranoïaque. Je sais qu'il y a certains attachés de presse français qui refusaient de s'occuper de lui lorsqu'il venait en France parce qu'il portait une arme sur lui constamment et que c'était évidemment dans un pays comme la France très difficile de se balader avec une arme. Est-ce qu'il était un vigoureux opposant au régime chinois qui accueillait chez lui des Tibétains en détresse?
idem. C'est peut-être sincère, c'est peut-être quelque chose qu'il a dit ensuite pour se faire mousser. Alors, je crois qu'il apporte, il me semble qu'il apporte deux choses. D'abord, plus de fantaisie. C'est quelqu'un qui est moins centré sur le corps que sur la façon de s'exprimer. Et puis, sa silhouette est très, très caractéristique. C'est pas du tout la silhouette massive qu'on attend généralement du héros. C'est une manière de se déplacer qui est beaucoup plus souple que celle dont on avait l'habitude. Il semble un peu plus jeune que le héros moyen du film d'action. Il semble qu'il va pouvoir séduire cette section du public qui est visée en priorité. Rumeurs qui avaient circulé, c'était effectivement ex de la CIA ou garde du corps d'hommes politiques importants. Mais ça n'a jamais été affirmé comme rumeur. C'est toujours le truc où il y a des sous-entendus et je laisse dire. Ça, c'est la technique de Steven. Donc, si tu veux, tu peux partir en disant oui, alors à une époque, je peux pas vous parler. C'est le mec, il a fait des Black Ops. Donc, tout de suite, tout le monde a fantasmé une espèce de truc sur Steven. C'est comme la période où il avait balancé, qu'il savait très très bien de sources sûres que le sida était une expérience militaire. Tu vois, enfin, des trucs assez surréalistes, quoi. Steven Seagal construit sa légende à coups de choses vraies, fausses. Il y a une ombre qui plane sur ce qu'il a vraiment fait, s'il a été garde du corps, s'il a été vraiment dans les Black Ops, s'il a été recruté au Vietnam. A-t-il appartenu à la CIA? Montait-il des coups comme il l'a prétendu par la suite? J'ai envie de dire, à part lui, personne ne le sait. Je vais tout baser sur moi. Je suis mon propre personnage. Et d'ailleurs, le film s'ouvre avec de véritables photos de lui. Il y a peu d'exemples comme ça, je pense, de personnages à Hollywood qui arrivent avec un premier film et qui sont capables, dès le premier film, de mettre tout le monde d'accord. Au box-office, le film est plutôt bien accueilli, la critique est pas mauvaise, elle est même plutôt bonne. Il s'inscrit donc, comme je disais, dans la veine plus du polar que du film d'action à proprement parler, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de scènes d'action dans Nico, et le peu de scènes qui sont présentées sont efficaces, sèches, nerveuses. Dans le premier film qui l'a fait connaître, dans Nico, on voit effectivement des scènes d'aïkido, là, réalistes pour le coup, qui sont vraiment des scènes d'entraînement. Je crois que c'est dans celui-là où on voit un moment des bouts de film avec Ueshiba qui a repris. Ça, effectivement, là, c'est effectivement de l'aïkido. Mais ensuite, je vous dis, le reste, c'est du film d'action. C'est un ancien du Vietnam dans le film, mais comme la plupart des flics des années 80 dans les films. C'est-à-dire, Martin Riggs est un ancien du Vietnam, John McClane est un ancien du Vietnam. C'est un passage obligatoire, c'est une espèce de crédibilité. Si ton personnage doit faire certaines choses, il faut qu'il ait survécu à cette guerre. Donc il s'inscrit parfaitement là-dedans. Il y a que Van Damme qui sera jamais ancien du Vietnam. Il aura toujours des noms français. Et le mec a fait que ça, en espèce d'entretenir cette mythologie, parce que il a un parterre d'apôtres hystériques dans le milieu de l'aïkido, des arts martiaux, parce qu'il est donc officiellement le seul occidental à être dernier dan d'aïkido, je sais pas quoi, qui fait partie des 3 mecs sur la planète qui sont arrivés au top de l'aïkido. Et puis t'as eu des petites voix contestataires vite étouffées dans l'œuf, disant ouais, il y a une bonne partie de pipeau, ou ci ou ça, tu vois, bon. Oui, il a enseigné au Japon. Oui, il avait un dojo, mais c'est un dojo dont il a plus ou moins hérité, parce qu'il a été marié avec une japonaise pendant ses années d'apprentissage là-bas. Mais par contre, il est complètement bilingue. Quand on le voit faire ses démonstrations, c'est un vrai maître. Il est normalement 7e dan. Ah, c'est très très bien, hein. 7e dan, c'est extraordinaire. Il a certainement eu un bon niveau. Maintenant, de là à dire que c'est un grand maître, c'est peut-être... Enfin, c'est tout le décalage qu'il y a entre le cinéma et la vraie vie, quoi. Le problème de Seagal, c'est ça, quoi. C'est un acteur. Voilà. Et Steven Seagal, il comprend ça très vite. Et je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et au moins sur son début de carrière, ça en dit vraiment très très long sur son ambition. Steven Seagal, de toute façon, c'est quelques archétypes. Déjà, c'est le visage. Visage fermé, regard d'acier, le bovin sur les bords, qui ne sourit que quand il se brûle, le catogan, le 3/4 en cuir. Seagal, il a un look particulier, étudié et ingénieux, parce que... moi, je pense que le plus ingénieux, c'est Seagal, c'est pas forcément le costard, qui est bien vu, c'est la queue de cheval. Non, mais ça, c'est génial, la queue de cheval, parce que, surtout dans les années 90,
La queue de cheval, on la trouve chez les exécutifs hollywoodiens, tous les producteurs des années 90 portent la queue de cheval, donc c'est un truc qui fait quand même riche et qui fait quand même chic, et en même temps, c'est les restes du rider, du biker des années 60-70. Donc il y a un côté, ok, je suis plein de pognon, mais attention, je suis quand même un rebelle dans l'âme, quoi. Donc je pense que ça, c'était ingénieux de la part de Seagull. Ça, il faut pas qu'il la lâche, sa queue de cheval. Alors au démarrage, on va dire que le catogan, c'était vraiment une coiffure pratique cheveux longs pour éviter que les cheveux aillent dans les yeux pour tous les gens qui avaient des activités, alors soit manuelles, soit les marins principalement, parce que le catogan c'est souvent associé à ça. Et puis après, au fur et à mesure, ça a été une mode avec vraiment la mode des carrés chez les hommes, donc les cheveux longs. Pour moi, le catogan japonais, c'est plus le côté traditionnel de la coiffure sumo ou samouraï bien léché. Il y a un côté un peu aussi coiffure à l'italienne, c'est-à-dire que ça permet de tirer, de ramener les cheveux en arrière, donc il y a un côté un peu mafiosi qui revient, gominé. Il y a toujours un côté un peu rebelle d'avoir le cheveu long, d'avoir de la barbe. Au fur et à mesure, c'est les gens qui sont très bronchés, et puis après, un petit peu moins bronchés pour finir par une coupe totalement has-been. Donc il a de la longueur, mais il n'a pas un cheveu avec une base carrée, donc une coupe au carré. Ce qui fait qu'il va pouvoir attacher ici. Mais c'est pas le vrai catogan, puisqu'il va avoir les cheveux qui vont retomber devant, il peut pas tout attacher. Donc ça donnera un catogan, mais ce sera pas très propre, puisqu'il aura des mèches devant qui sont pas suffisamment longues pour être attachées. C'est pas le vrai catogan dans le style Steven Seagal, quoi. Bon, après, en gominant un peu avec gel ou cire, ça permet d'obtenir ce côté coiffé avec quand même de la longueur. Ce qui n'est pas possible là. Bon, en plus, c'est vrai que ce genre de coupe, surtout à la Steven Seagal, il fallait avoir plutôt les cheveux raides. Sur les cheveux bouclés, faut bien tirer, mais c'est faisable aussi, on peut arriver à tirer. Mais là, c'est pas assez long, là. Effectivement, toujours un flingue, généralement gros calibre quand même, faut pas déconner. Et évidemment l'aïkido, et plus que l'aïkido, le cassage de bras, qui est vraiment la spécialité de Steven Seagal, bien qu'il ait aussi recours souvent aux armes blanches. Il aime bien le bourre. Et ça, c'est vraiment Steven Seagal tel qu'il est. Pour faire simple, une fracture est une lésion osseuse qui se traduit par une solution de continuité complète ou incomplète, avec ou sans déplacement de fragments. Il existe différents types de fractures. Nous avons la fracture spiroïde, la fracture comminutive, la fracture en bois vert et la fracture engrainée. Si l'on considère plus spécialement l'aïkido et suite à des patients avec de nombreuses blessures violentes, j'ai pu remarquer deux types de fractures très répandues. La fracture comminutive, donc avec de nombreux fragments, et la fracture engrainée, c'est-à-dire une interpénétration et immobilisation des deux fragments. Très répandue dans le cas de la pratique de l'aïkido chez Seagal. En termes d'exemple, je peux vous montrer cette radiographie où l'on peut noter une solution de continuité spiroïde au niveau du tiers moyen et du tiers inférieur de l'humérus gauche. Il s'agit d'une fracture typique d'un individu qui aurait subi une violente clé de bras et selon toute vraisemblance qui l'aurait amené à rencontrer un comptoir ou en tout cas une surface solide. C'est mal barré pour ce patient. Mais c'est vrai que quand on voit la précision du geste, c'est du beau boulot. Par la suite, il mettra plutôt une veste en daim, histoire de couvrir un peu ses formes, mais si on devait retenir une image du Steven Seagal, c'est cette espèce d'individu grand, carré, pas baraqué, il n'était pas tellement baraqué, il était même plutôt fin, à l'époque fin et sec, avec ce regard d'acier, cette mâchoire carrée, ce catogan et généralement des formules définitives. Steven Seagal parle pas beaucoup, mais jamais pour ne rien dire. C'est comme s'il disait « je suis une star ». Vous ne le savez pas encore, mais vous allez bientôt le découvrir. Je suis quelqu'un sur lequel il va falloir compter. Et le mec, dès son premier film, c'est dire Lego, impose son image. Il dit voilà, je suis Steven Seagal, que ce soit vrai ou faux, tout ce que vous verrez, c'est moi.
Steven Seagal, lui, il arrive. Il n'y a pas de gros producteur derrière, puisque c'est lui qui produit Nico. Hein. Je pense qu'il veut, avec un Nico, il veut clairement surfer sur cette vague du renouveau des action stars. Mais alors peut-être dans une sensibilité un peu plus 70s, peut-être avec ses premiers polars. En tout cas, voilà, c'est des polars urbains assez violents. Et en général, où il passe pas tout le film torse nu, les biceps de bodybuilder là, gonflés à bloc. Quoi. Un film comme Justice Sauvage, des films comme ça, ils ont un petit peu un arrière-goût aussi de 70s. Et d'ailleurs, ils sont réalisés par des réalisateurs des années 70. C'est pas Steven Seagal qui m'intéressait dedans, même s'il y avait le côté un peu over the top, tout ça, des bastons. Ce qui m'intéressait, c'était le côté polar urbain, sans pitié, hyper violent. Il y a un côté, effectivement, dans les Steven Seagal, il y a un côté sérieux, un peu premier degré, roots, on va dire. Voilà, on retourne aux fondamentaux du cinéma d'action, dans les bars enfumés, dans les ruelles sombres. Non, mais ces deux films... pourquoi c'est le meilleur film de Steven? Parce que t'as Andrew Davis, parce que t'as John Flynn. Et que c'est pas des mauvais. Les bonhommes, c'est tout. Ils sont très roots. Ils savaient qu'ils avaient des véhicules de commande avec une star dont il fallait faire l'iconisation. Mais d'un autre côté, voilà, tu vois les films de John Flynn, que ce soit Lock Up avec Stallone, que ce soit Best-Seller. C'est toujours un mec qui a essayé, dans le canevas qu'on lui demande d'investir, de trouver quelque chose d'autre autour à travailler. Il y a quelque chose dans l'image qui est toujours très roots, qui est très nature. Quand il fait Justice Sauvage, ce qui fait kiffer le film aussi, c'est sa peinture de Brooklyn. Dans le cas de Andrew Davis, il a prouvé par Le Fugitif, par d'autres films, qu'il avait aussi cette approche d'essayer d'être un minimum réaliste. Je crois que c'était lui qui avait fait d'ailleurs Ça le temps pour un flic, qui était accessoirement dans le... Ah merde, c'est mon téléphone. Le film culte de John Flynn, c'est Rolling Thunder, un des films préférés de Tarantino. Il y a vraiment des passerelles entre Justice Sauvage et Rolling Thunder, notamment cette violence très froide, très crue. Flynn arrive parfaitement à capter l'essence même de ce que Seagal peut faire dans un film. Il est attachant, comme le personnage principal de Rolling Thunder. Il est motivé. Ses motivations sont très précises et surtout c'est la traque du personnage interprété par William Forsythe qui a tué donc son meilleur ami, qui permet à Seagal de traverser New York, enfin Brooklyn en l'occurrence. Il traverse Brooklyn dans sa voiture. C'est marrant parce qu'au début, quand son collègue se fait tuer, c'est tout ce qu'il demande à son patron. Il dit donne-moi juste une voiture et un fusil à pompe et je vais le retrouver. Donc le postulat du film est quand même assez simple, c'est une vengeance. Les ramifications, tout ce qui traîne autour du producteur Julius Nasso avec qui il va faire ses plus grands succès, sont très floues. Apparemment, à la fin des années 90, il aurait été victime d'une espèce de racket de la part de Nasso et de son organisation. Nasso serait plus ou moins affilié à la famille Gambini, je crois, de New York, qui est une famille mafieuse. Donc il y a quand même une part réelle d'embrouille dans la vraie carrière de Steven Seagal, qui a certainement dû en rajouter aussi sur le côté tenace du bonhomme. Son appartenance à la mafia, ou du moins ses liens avec des grands mafieux, ça a pu être le cas par la suite, ça ne l'était probablement pas à ce moment-là. Mais c'était une manière de se faire mousser, tout comme les origines siciliennes qu'il s'est inventées, alors qu'a priori, il ne l'est pas. Il gagne une espèce de street credibility dans ses films en s'inventant des origines italiennes. Il est brun, il s'habille qu'en Armani, donc forcément ça passe très bien. Et le fait de choisir des racines italiennes, c'est parce que ça fait classe. Il a envie, c'est comme dans Justice Sauvage, il s'appelle Gino Felino. Dans Nico, c'est Nico Toscani, et là c'est Gino Felino. Il a envie de plonger dans cette espèce de frange un petit peu dégueulasse où les flics et les gangsters sont toujours plus ou moins les mêmes. Lui, il aime être à la limite tout en ayant un sens de l'honneur très juste. Moi, je pense que ces deux films, Nico, Justice Sauvage, ils sont restés chez les fans, pas pour leur scénar, pas pour leurs acteurs, pas pour l'action particulièrement, mais parce que la peinture d'une ville, par des metteurs en scène qui savaient la filmer. Voilà, Andrew Davis, il a peint quelque chose de très polar urbain 70s, et John Flynn, il t'a traduit une espèce de communauté italienne, de Brooklyn, un peu roots, et c'est ça qui est resté. C'est ça qui était intéressant dans ces films-là, et qui fait qu'ils se sont démarqués des autres. C'est son meilleur film, on peut presque parler de chef-d'œuvre, en allant un petit peu loin, mais parce qu'il mélange tout ça à merveille. Où en était le cinéma d'action quand Nico a débarqué? Putain, tu vois, alors, tout ça, ça coupe, de toute façon, c'est pas grave. If you feel scared
La différence entre le culturisme et un art martial, qu'est-ce que c'est? Visuellement, c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire du judo, par exemple, on peut ne pas le voir physiquement, à part si on prend quelqu'un qui pèse 160 kg, on va se dire c'est un sportif, non pas forcément un judoka. Mais un culturiste, qu'il soit en débardeur, dévêtu ou en costume, on va sentir par rapport à l'harmonie, la démarche et au niveau de vraiment l'ossature en fait, cette charpente. On va le voir, on va dire ah ça c'est quelqu'un qui fait de la fonte. Donc pour le spectacle, on s'attend à voir des culturistes dans un film qui cognent dur. Boum, c'est une massue qui va tomber sur la tête. Et les gens, je pense qu'ils allaient vraiment au charbon. Je dis pas qu'aujourd'hui on va pas au charbon, mais les mentalités sont différentes. Le point commun qu'ils peuvent avoir, c'est à ce niveau-là, quand ils arrivent vraiment à la quintessence du mouvement, c'est-à-dire on sent que c'est vraiment un truc qui arrive à les brûler, ils se dépassent. Parce que psychologiquement, ils ont fait sauter le verrou, ils se disent qu'ils veulent vraiment se dépasser, en fait, à dépasser l'alter ego. C'est différent, c'est différent. Il n'a pas le physique, mais il a la technique. Et c'est son art comparé à un autre art, donc on ne peut pas comparer les deux choses, c'est totalement différent. C'est comme Jean-Claude Van Damme et d'autres personnages cultes des films d'action, quoi. C'est les mecs bodybuildés, sauf Steven Seagal, qu'on ne peut pas dire qu'il est bodybuildé, mais il a un art différent, c'est la technique des arts martiaux. Schwarzy, c'est une légende. C'est une légende dans la mesure où c'est un précurseur en fait, du culturisme. Il a quand même développé cette culture qui est la culture physique au niveau international, surtout dans les années 70. C'était pas facile. Quand ils vont voir quelqu'un qui fait du culturisme, ils vont être amenés à poser la question combien est-ce que vous poussez au développé couché, par exemple? Combien est-ce que vous faites au tour de bras, ou etc. Parce que ce sont des... C'est du rêve. C'est vrai qu'après, on est quand même un peu vicelard, parce que nous, en étant culturistes, on aime bien voir le culte du corps. Donc on est tout le temps en train de regarder le mec, putain, il est balèze, il est bien taillé, il a des bons pecs, des bons bras. C'est vrai que c'est l'envie, c'est la passion du corps, c'est le culte du corps. La sortie de Rambo 2, quoi. C'est ça qui va donner le feu vert au cinéma d'action des années 80, quoi. Le carton absolu qui a été Rambo 2. Dans mon souvenir, le premier Rambo, il a mis plus de temps à s'installer au niveau populaire. Il a marché, mais c'est vraiment sur la longueur qu'il a fait sa carrière. Rambo 2, c'est dès le premier week-end, ça a été une explosion, justement par le public qui avait généré le précédent. C'était un loser pourchassé par la terre entière, un paria, quoi. Là, ça devient un héros bodybuildé qui refait la guerre du Vietnam, tout ça. Et donc, il y a ce côté, le côté narcissique de Stallone dans le film, quoi, qui installe vraiment l'action hero des années 80, surdimensionné, et qui est un peu le réceptacle d'une esthétique presque crypto-gay, quoi, quand on le regarde maintenant avec le recul, quoi. Il est d'une certaine façon naturel que le public qui allait voir des massistes et des Hercules dans les années 60 soit aussi celui qui va se précipiter en masse au vidéoclub dans les années 80. Stallone, c'est un bon réal qui, à cette période-là, expérimenté son métier avec des ambitions artistiques réelles. Il a juste été pris dans l'engrenage de la célébrité énormissime. C'est la compétition, c'est typiquement années 80 en plus. Ils vont se tailler la bourre pendant 10 ans. Schwarzenegger, c'est vraiment l'incarnation du personnage de comic book. On a l'impression qu'il a été dessiné par Romita. Schwarzy, je pense que ses ambitions artistiques étaient très limitées. Mais c'était un bien meilleur businessman que Stallone. Et Schwarzy, c'est un mec qui s'est très justement dit, bon ben, lui ok, lui il faut faire avec lui. Là le sujet il est bon, ça va me servir, ça va être bon. Voilà, je pense pas que ça soit une lumière, Schwarzy. Je pense que Stallone est beaucoup plus intelligent. Cameron en fait l'utilisation parfaite dans le Terminator, c'est une machine. Et c'est certainement le rôle qui finit de prouver à tout le monde que c'est l'acteur vraiment qui impose un nouveau type dans le cinéma d'action. Et malheureusement pour les autres, il n'y a pas de place. Ce qui amène le genre des années 80 en déclin, c'est déjà qu'ils sont allés trop loin, trop vite. L'étape suivante pour Stallone, ça aurait été Rambo contre Godzilla. Là, il ne pouvait pas. Donc on pouvait que revenir à un truc un peu plus terre à terre. Finalement, Seagal, c'est un peu le gars qui est venu prendre la relève de Schwarzy, de Stallone, de Chuck. Il est arrivé à peu près en même temps que Van Damme, fin des années 80. Les premiers à débarquer grosso modo à la même phase, à la même période, ça a été Steven Seagal, Dolph Lundgren, Van Damme, alors qu'il y avait déjà Chuck Norris dans le Michael Dudikoff, dans le bis, sous Rambo si tu veux. Donc le gars qui faisait de l'aïkido, qui cassait des bras, ça a été vraiment la découverte d'un nouvel acteur bourrin qui finalement arrivait après toute une génération qui eux commençaient à se tourner vers la comédie familiale, vers la série télé, vers des films un peu plus grand public pour certains, voire pour la politique, puisque Schwarzy commençait déjà à mettre le pied dedans. Et puis t'en as quelques-uns qui ont réussi à se distinguer, alors soit par leur physique impressionnant, ce qui était le cas de Dolph Lundgren, ou Van Damme, parce qu'il avait une technique particulière. Et, bon, tout d'un coup, il fallait plus simplement être un gros bras, fallait être gros bras, beau gosse et karatéka de préférence. Donc on mettait tout ça dans le même paquet.
Et au milieu de tout ce bordel, Steven Seagal. Mais c'est vrai qu'assez vite, Steven Seagal, il va essayer de redupliquer les grands succès de l'époque, et notamment avec Piège en haute mer, qui va être son plus gros succès à l'époque, il me semble, qui reprend clairement la trame narrative de Die Hard, de Piège de cristal, mais sur un bateau. C'est devenu, c'est ce qu'on se disait en discutant la dernière fois, Die Hard, c'est un peu devenu la pierre angulaire du cinoche d'action moderne, en tout cas, le film qui a suscité chez les cinéphiles de l'époque, chez les geeks, chez tout ça, chez tous les amateurs de cinéma d'action et de genre, cette assertion. Ils vont révolutionner le genre du film d'action et en même temps y mettre presque un terme. C'est-à-dire qu'après Piège de cristal, il y aura les sous-pièges de cristal et d'autres tentatives. Mais rien d'aussi bon, rien d'aussi fort. Là, il est au top. Il ira jamais plus haut, il va redescendre très vite, mais effectivement, sur Piège en haute mer et sur Piège à grande vitesse, il est au top. Il est Casey Ryback, ce fameux cuisinier qui, sans qu'on sache tellement pourquoi, va se retrouver ou dans un bateau ou dans un train. Pas de chance pour lui, des terroristes débarquent, prennent tout le monde en otage. Pas de chance pour eux, il y avait Steven Seagal dans le véhicule. Ils vont morfler, et ça va être vraiment son succès. Die Hard n'a pas mis un terme à la vision du héros faf tel que Steven pouvait l'avoir ou d'autres avant lui. Alors son personnage est marrant parce que c'est un cuisinier, encore un ex-béret vert. Il est mis au rencard parce qu'il a une trop grande gueule, parce que voilà, c'est Casey Ryback, et Casey Ryback, c'est un mec, faut pas le faire chier. Mais il tombe au bon moment. Il a une nouvelle fois pas un mauvais réal à la caméra. Il a un Tommy Lee Jones en bad guy qui peine bien. Il tombe pile dans la mouvance des Die Hard et je trouve que voilà. Je crois que le succès croissant de ces films, et peut-être qu'il arrive aussi avec Justice sauvage, qui sera le film qui fera juste avant Piège en haute mer, peut-être qu'il estime que là, bon voilà, j'ai peut-être un petit peu tout dit avec ce personnage de flic, je bascule sur un truc un petit peu plus gros, plus d'argent, plus de budget. Mais voilà, c'est dommage parce que c'était pas la peine pour lui de... Il aurait certainement dû s'orienter différemment. Mais ça va le conforter parce que le film va marcher. Après, pourquoi celui-là et pas un autre a beaucoup plus cartonné? Peut-être parce qu'il est tout simplement, même violent, il correspond plus à une formule lambda du film d'action de l'époque. C'est un film qui va plus ressembler à un échec et mort dans la logique de fabrication qu'un Désigné pour mourir ou un Justice sauvage, qui sont plus dans du Nico, plus dans du petit polar urbain vénère, quoi. Steven Seagal, comme on peut le voir dans tous ses films sans exception, après vérification, il utilise ça, un Colt 45. Donc on suppose que l'homme dans la vraie vie doit apprécier aussi cette arme-là. Colt 45 M1911 pour son année de création, 1911. Un diamètre de 11 mm 43 précisément. Pourquoi il aura choisi cette arme-là, contrairement à des John McClane ou des Martin Riggs qui sont toujours avec un Beretta 9 mm. Lui utilise un 45 peut-être parce qu'il apprécie sa force d'impact, parce que c'est une munition qui est plus large. Un diamètre plus gros, donc une plus grande force d'impact. 7 cartouches seulement dans le chargeur, donc ça peut paraître pas beaucoup, mais a priori pour Seagal c'est suffisant, quoi. Il a sa façon bien à lui de tenir son arme quand il rentre dans une pièce, de cette façon-là, avec l'arme toujours un peu à 45 degrés vers le sol, comme ça, prêt à faire feu. Donc ça c'est sa signature, on sait que c'est une façon tout à fait correcte de tenir l'arme, d'être comme ça à 45 degrés pour pouvoir faire feu immédiatement, il analyse la situation, voilà. Le plus qu'a Seagal, par rapport à tous les autres action heroes, sans lui serrer les pompes. Mais le petit plus, justement, c'est ce comportement, là, quand il explique justement comment servir d'une arme à certains personnages. Ça rajoute toujours au background du personnage. Ça alimente la légende de qu'est-ce qu'il a fait avant au niveau de la CIA, du FBI et tout. On n'est pas loin de la vérité. C'est forcément vrai. Quelque chose est forcément vrai. Ça n'a pas été inventé 2 mois avant de tourner un film comme ça. Ça n'existe pas, quoi.
Je crois que son plus grand succès, c'est Piège en haute mer. Et d'une certaine façon, c'est déjà la fin. Ensuite, il fait une suite, Piège à grande vitesse, je crois. Et puis très vite, ça change. Sans doute que le public devient, à partir du milieu des années 90, un peu plus sophistiqué. Il consomme davantage ses films en vidéo, en DVD, puis en DVD à la fin des années 90, au début des années 2000. Et donc, il y a une mutation du public qui fait que, à un moment donné, Steven Seagal n'a plus intéressé assez les spectateurs. Et donc, après, il a dû se retourner vers le marché qui pouvait encore l'accepter, c'est-à-dire le marché du DVD, où là, il a trouvé finalement un public qui n'était pas forcément un public différent de celui qui allait le voir en salle, mais disons que le public qui allait le voir en salle, au moment donné, va moins en salle. Il n'y a eu personne après lui. Alors c'est vrai, Terrain miné est un peu spécial dans la mesure où c'est lui qui va le réaliser, qui l'a conçu. Il faut savoir quand même que Steven Seagal est de religion bouddhiste, donc religion à laquelle il s'est converti quand il était au Japon, manifestement. J'ai entendu ces rumeurs de réincarnation. Je crois qu'on trouve, sur l'internet, une interview disponible où lui-même pense qu'il est de nature divine. Alors, il serait une réincarnation d'un lama, ça a été avéré, et c'est intéressant parce qu'il a mis du temps à le dire, ça, alors qu'il aurait pu, encore une fois, se faire une grosse promo avec ça. Mais bon, il est tellement malin qu'on ne sait pas trop. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, Steven Seagal va se confondre finalement avec cette espèce de personnage à la morale écologique très pointée, bouddhiste, un peu fumeuse parfois. Et quelque part, il préparait sa future déchéance en devenant la caricature de ce qu'il était. Cette construction d'une figure bouddhiste, il a construit de plus en plus au fur et à mesure où il avançait dans sa carrière, et peut-être encore plus après son succès, je veux dire, lorsqu'il avait un peu disparu des écrans. Il est écologiste, il a une vraie fibre écologiste. Il va intervenir à un moment dans un défilé de mode pour prononcer un grand discours contre la fourrure, que la mode c'est dégueulasse, ça tue des animaux. Malheureusement, il s'agissait d'un tournage. Ça va commencer à contribuer à le ridiculiser, c'est-à-dire que Steven Seagal, avec ce détail, va être aware avant l'heure. C'était has-been à ce moment-là. Il était has-been. C'était fini, Steven. C'était trop caricatural pour une société qui était en train de devenir cynique. C'est à ce moment-là aussi qu'il devient Steven Seagal, et je pense que c'est dans Terrain miné qu'il devient vraiment à la fois l'incarnation de son personnage et puis finalement son personnage. Ça devenait déjà un personnage et des films qui étaient déjà les vestiges des années 80. Et évidemment, tout s'arrête pas un jour, comme je disais, donc ils ont essayé jusqu'à ce que ce soit plus possible d'essayer. Je veux dire, le revirement gangster rap de Steven, pas pour rien. Joel Silver qui vient de chercher une première fois, mais cette fois-ci pour un petit rôle dans Ultime Décision avec Kurt Russell. Glimmerman aussi, où ils ont collé Keenan Ivory Wayans derrière. Bon. Ça aurait dû être le déclic pour lui. Et ça a été malin parce que ces prods prenaient ces filles-là pour ce qu'ils étaient, des purs produits d'exploitation. Il aurait dû se dire, bon ben peut-être que je vais pas pouvoir aller plus loin avec mon premier personnage, avec Steven Seagal. Je devrais faire une espèce de deuxième Steven Seagal. Ça a été le petit sursaut de Steven. Seagal se Chuck Norris d'une certaine manière, si je peux m'exprimer ainsi. Il s'est enfermé dans ce personnage, il s'est enfermé dans son ego. S'il avait su plutôt, comme Schwarzenegger avec Last Action Hero, comme Stallone avec Django et Cash, avec Kurt Russell. Parce que justement, à ce moment-là, Stallone comprend que sa figure de héros, il faut la nettoyer un petit peu, quoi. Les années 80 se terminent, il faut peut-être passer à autre chose. Voir un Steven Seagal tout à fait rigor mortis, tutti quanti, en train de donner la réplique à Ja Rule, par exemple, et de jouer la coolitude forcée, c'est déjà le début du nanar. Voir un Steven Seagal quasi obèse, en train de faire croire qu'il est encore un grand taïkidoka, alors qu'il doit être doublé, ne serait-ce que pour ouvrir une porte, pour pas mourir d'apoplexie. Là, on est carrément dans le nanar. Il va virer super-héros sur cette fin de carrière nulle qu'il nous offre depuis une dizaine d'années. Où là, son penchant pour ces personnages ex-béret vert, ex-CIA, ex-FBI, ex-ceci, ex-cela, c'est un spécial des ex. Hein. Steven Seagal, il a tout fait. Toujours par rapport à sa légende où on ne sait pas trop ce qu'il a fait, donc du coup, il peut tout se permettre. Et c'est maintenant qu'il est grandiloquent, qu'il n'est pas intéressant, en plus les productions sont fauchées. Donc il se fait ses années 80 bas de gamme maintenant. Mais ça va même peut-être un peu plus loin. Oui, c'est drôle. C'est évidemment drôle, mais c'est un peu pathétique aussi. Quand on sait d'où il vient, quand on sait ce qu'il a fait, qu'on le voit continuer à multiplier les films dont les titres sont toujours aussi interchangeables. Maintenant, on est passé de l'affaire CIA, Attack Force, Piège en eau profonde qui essaye de renouer mal et de manière ratée avec le succès de ces deux grands films. Quelque part, ça fait un petit peu mal. Pour lui, en tout cas. Surtout quand on sait que la première motivation de ces films, c'est quand même de payer ses divorces et payer les pensions alimentaires.
Il a visiblement aujourd'hui une très mauvaise réputation sur les plateaux de tournage. Il est, paraît-il, assez désinvolte, il arrive en retard, il n'en fait qu'à sa tête, il en fait le minimum. Il ne participe même pas à la post-synchronisation de certains de ses films. Sans doute, ses préoccupations personnelles aujourd'hui ne sont pas le cinéma, mais peut-être plutôt la musique. Il a cette cote de popularité, par exemple, il sort des albums. Il a d'ailleurs une jolie voix, c'est blues FM, c'est pas révolutionnaire, mais il y met tout ce qu'il a. Il chante plutôt bien, d'ailleurs, et une fois de plus, il peut pas se démarquer de son image d'action star, parce que sur la pochette de c'est son premier album, je crois, il tient une guitare, comme il tiendrait un M16. C'est comme quand Stallone te raconte très intelligemment qu'il y a eu une embrouille dans sa baraque entre Van Damme et Steven Seagal, et que Van Damme, lui, il est sorti tout de suite, en disant « je t'attends ». Et que l'autre, il est resté 2 heures à l'intérieur, il n'a jamais bougé. Donc... Après, il va te dire, lui, qu'au-dessus de tout ça. Mais bon, où est la part de vérité, où est la part de légende, on ne sait pas. Aujourd'hui, Steven Seagal est toujours très présent. Il est notamment dans son émission Lawman où il incarne un flic, une émission télévisée. C'est pas super intéressant, mais ce qui par contre est pas mal, c'est de le voir au quotidien, pas dans ses fonctions de flic où il course après des adolescents qui sont en train de boire des bières sur un parking, ça c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais par contre, quand il présente les policiers, notamment un policier qui a mal au genou, qui a des rhumatismes, je ne sais plus, il l'emmène chez son ami asiatique qui vend des herbes, tout ça, et là il est crédible. Il est plus crédible en tant qu'action star, en tant que mec qui pourrait potentiellement faire des entrées, mais il est crédible en tant que Steven Seagal, et c'est peut-être à ses yeux ce qu'il y a de plus important maintenant. Les héritiers des Seagal et autres, effectivement, ce sont les gars qui cartonnent aujourd'hui sur le marché vidéo, donc comme Jason Statham, The Rock et tout ça, Vin Diesel aussi. Ouais, ils sont quand même vachement plus sages, et je crois qu'ils sont tenus de l'être. Statham, il est quand même poli avec les dames, l'air de rien, et traverse dans les clous. Je ne sais pas s'il est possible aujourd'hui qu'un mec aussi extrême dans le côté réactionnaire, assumé à la Seagal, puisse vraiment cartonner. Alors maintenant, il est devenu génial. Attention, là, il est rentré dans le giron de Robert Rodriguez, donc c'est-à-dire que tu fais partie du has-been cool, quoi. Donc Steven, la nouvelle génération, ils ont tous envie de tourner avec lui. C'est comme Van Damme, tout le monde a envie d'avoir Van Damme dans son film. Je suis le premier à dire, moi demain je fais un film d'action, j'ai envie d'avoir Dolph Lundgren dans mon film. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est devenu, voilà, t'as le truc un peu hype bobo qui est arrivé, et il se retrouve méchant dans Machete. Il le fera juste récemment avec Robert Rodriguez dans Machete. C'est peut-être lui d'ailleurs la seule satisfaction du film, parce que le film n'est pas du tout intéressant. S'il avait accepté la proposition de Stallone de jouer dans The Expendables, on aurait peut-être un autre regard sur lui maintenant. Les films, c'est pas non plus des cartons cosmiques, hein. Enfin, on n'est pas du tout au niveau... si on veut retrouver des films qui font les entrées, les First Blood, aujourd'hui, il faut plutôt se tourner vers justement des trucs à la Jason Bourne, quoi, qui est du coup plus emblématique de là où on est le cinéma d'action au niveau international. Donc non, il y a du revival, c'est normal, il y en a toujours eu. Il y avait du revival les années 70, dans les années 90 aussi. Donc ça, c'est normal que les vieux se remettent de la partie et que le vieux public revienne les voir une dernière fois. C'est toujours sympa. Maintenant, je ne sais pas si Stallone, Statham et compagnie vont donner le là de la nouvelle vague du film d'action. T'avances bien loin dans la théorisation sur Steven. Je suis pas sûr que Steven ait apporté grand-chose, sinon son improbabilité constante, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que le cinéma de Steven, c'est Steven. Ça a toutes les qualités, tous les défauts du bonhomme, toutes les contradictions du bonhomme, tout l'absurde du personnage. Moi, j'ai souvent dit dans mes émissions que ce mec-là, s'il n'existait pas, il aurait fallu l'inventer, parce qu'il est tellement over-caricatural en tout. Tu te dis, c'est pas possible d'être à ce point-là ouvertement kéké qui roule des mécaniques, mec qui se prétend bouddhiste à je ne sais quel degré, et qui à côté de ça se tape même procès pour harcèlement sexuel, qui parle de paix, d'amour et de toucher à la guitare, et qui en même temps dans ses films passe son temps à dealer avec des gangsters et à dire fils de pute, enculé, et à se taper des donzelles de 12 ans à Bucarest. C'est aussi un parcours individuel intéressant, un peu peut-être on peut trouver, non pas tragique parce que c'est un grand mot, puis il doit pas trop mal vivre, ça doit aller pour lui, mais un peu, c'est l'ascension et la chute, et c'est l'ascension et la chute d'un personnage qui d'une certaine façon soit s'aveugle lui-même, peut-être qu'il devrait arrêter de faire des films, parce qu'effectivement, il est trop gros pour se battre, etc. Soit il y a aussi l'idée magnifique, un peu comme Ed Wood, quoi, qui continue de faire des films parce qu'il croit que ce qu'il fait, c'est vachement bien. On a quand même envie de continuer d'être une vedette de films d'action, même si on n'a plus la corpulence pour l'être, même si on s'est empâté, même si on tourne avec des gougnafiers de la pellicule, des histoires sans intérêt, etc. Mais il y a peut-être cette volonté d'être malgré tout dans le cinéma
cinéma et de s'aveugler soi-même, de penser que ce qu'on fait, c'est aussi bien que ce qu'on faisait il y a 20 ans. C'est assez touchant. La théorie, une espèce de théorie assez dingue, mais marrante à la fois, que Steven Seagal ce soit en fait deux jumeaux. Y aurait-il le Steven Seagal des débuts l'aïkidoka bouddhiste, qui aurait protégé les Tibétains, qui se serait élevé contre les compagnies pétrolières, qui aurait connu ses grands succès au cinéma via son implication personnelle dans ses cascades, dans sa manière d'être, dans sa manière de jouer, qui aurait même fait son propre film avec Terminé. Première période mince, énergique, charismatique, remplacé par son espèce de double maléfique qui fait 130 kilos aujourd'hui et qui a du mal à mettre un pied devant l'autre devant une caméra. Et assez drôle, mais ça reflète encore une fois la gémellité du personnage, à moitié bandit, à moitié justicier, à moitié black ops, à moitié flic. J'aime beaucoup cette théorie du frère jumeau. Et puis finalement, à un moment, ce premier jumeau se serait-il dissimulé quelque part avant de laisser la place à son frère caché, qui lui serait un bluesman obèse, volontiers souriant, mais aussi au regard d'acier. Le secret n'est pas de jouer, mais d'être. Et l'être, c'est toujours unique. Donc l'idée d'un double est une idée assez amusante et alléchante lorsqu'on pense à Steven Seagal. C'est bien possible. Mais ça relève quand même plutôt de la schizophrénie, voire peut-être Dr Jekyll, Mr Hyde, Dr Steven, Mr Seagal. Il jouera toute sa vie là-dessus, sur cette double face. C'est Steven Seagal dans le rôle de Steven Seagal. Quelque part comme Alain Delon a fini par jouer Alain Delon à un certain moment de sa carrière. Sauf que Seagal, lui, il a commencé comme ça, et puis il a fini comme ça. On n'arrive pas à faire la part des choses. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tu sais pas en fait. C'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est le mystère de la vie de Steven ou le fantasme de vie de Steven. Et je crois que le mec est tellement doué qu'on a tout envie de gober. Mais j'admire ça quelque part. C'est-à-dire que c'est exactement ce que j'admire chez Van Damme, c'est exactement ce qu'on aime chez Schwarzy, c'est ce qu'on aime chez Dolph Lundgren, c'est ce qu'on aime chez tous ces mecs-là. Tu pourras te foutre de leur gueule pendant 20 ans. Tu pourras te moquer de leurs films. Tu pourras, avec condescendance, les juger âprement. Mais ces mecs-là, ils ont fait plus dans leur vie que nous tous réunis dans cette pièce. Des mecs qui sont arrivés là où ils sont arrivés par la force de leur volonté, qu'ils soient fucked up, pas fucked up. Au final, tu sais, ils peuvent te regarder et dire « T'as fait quoi, toi ?» Je peux pas lui enlever qu'il a été champion d'aïkido, qu'il a vécu des années au Japon, qu'il vient aux États-Unis, bam, je deviens une star hollywoodienne, je fais de la musique, je donne des séminaires d'arts martiaux, pareil Van Damme, quoi, pareil Schwarzy, c'est des mecs qui sont partis de rien. Pourquoi? Mais parce que ces mecs, ils ont cru en eux. Ils ont une niaque incroyable. Respect pour le parcours. Ça, c'est de la part de Bobby. Ah, alors, laissez-moi réfléchir, c'est une question un peu abstraite. Il y a, comme chez Kubrick, sans doute, le goût de la perfection. Et peut-être aussi une certaine idée fixe qui le mène comme ça. L'obsession, l'idée fixe, on peut dire, peuvent caractériser à la fois Steven Seagal et Stanley Kubrick, oui.